défense des intérêts, madame. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les assesseurs, avant d'entrer dans le fond de notre affaire, j'aimerais vous partager ces mots de Sartre qui disaient « La violence se donne toujours pour une contre-violence, c'est-à-dire pour une riposte à la violence de l'autre. » C'est de cet élément essentiel, de la violence, des années de violence subies par ma cliente, dont monsieur le procureur a très largement tenté de vous détourner. Reprenons les faits. 3 acteurs sont au cœur de ce dossier qu'il me convient de vous exposer. D'abord, ma cliente, Madame Wilde. Une femme dont l'enfance se résume à la violence de son père et à la souffrance de sa mère. Malgré ce cadre brutal, elle a réussi à élever ses 4 enfants et les a amenés à bon port jusqu'à son entreprise familiale de transport. Elle était le véritable pilier de sa famille. Elle l'a porté sur son dos sans jamais prononcer un mot de travers pour ne pas énerver leur père. Oui, Madame la Présidente, ma cliente avait un secret qu'elle a toujours caché, celui que son mari la battait depuis qu'ils s'étaient mariés. À l'opposé de ma cliente, Monsieur Wilde, que vous dire à son sujet pour vous révéler la face cachée de sa personnalité? Demandez à son voisinage. Il vous parlera de sa mauvaise réputation dans son village, celle d'un homme dont la consommation d'alcool lui faisait très souvent perdre la raison. Un mot pour le définir, se battre. Il se battait sans jamais s'arrêter. Il se battait dans la journée avec les hommes qu'il croisait pour qu'une fois rentré chez lui, continue le travail entamé sur sa femme qu'il battait, frappait, cognait. Mais M. Wilde savait se montrer tendre. Il laissait entendre à sa femme qu'il allait changer, ce pourquoi elle ne l'a jamais dénoncé, choisissant les risques de la passion pour son lot de consolation plutôt que de le voir aller en prison. Au milieu des deux se trouvaient leurs enfants, dont notamment leur fils, lui qui a bien tenté de s'interposer. Mais Madame la Présidente vivait pendant des années dans un foyer où cruauté et frappé deviennent une banalité, et vous verrez, vous finirez vous-même par les avoir acceptés. Ce qui est arrivé à leur fils. Lui qui, après avoir giflé sa femme et qu'elle l'ait quitté, a décidé de se suicider. Le lendemain matin, une énième dispute survient entre les époux. Encore la même chute. Ma cliente finit battue dans la lutte. Choquée et apeurée, son mari partit quelques instants, lui disant qu'il n'en avait pas fini avec elle. Elle trouva comme moyen le plus efficace pour empêcher d'encore une fois se faire frapper, de lui tirer 2 fois dessus pour que la violence ne soit plus. Ma cliente est donc aujourd'hui poursuivie pour tentative de meurtre aggravé sur son conjoint au terme de l'article 221-4-9 du Code pénal. Et non, monsieur le procureur, 15 ans de réclusion criminelle, ce n'est pas une peine proportionnée. Je commencerai d'abord par démontrer que ma cliente a volontairement renoncé à son acte. J'aborderai également l'hypothèse du repentir actif. Et enfin, je reviendrai sur l'état dans lequel elle se trouvait au moment des faits. Alors pour commencer, je ne vais pas reprendre les éléments constitutifs de la tentative de meurtre, seulement un point. Un point de droit me reste au travers de la gorge, celui du désistement volontaire que monsieur le procureur a très facilement évincé. Ce désistement volontaire est mentionné à l'article 121-5 du Code pénal et permet de faire tomber la qualification de tentative. Mais une question se pose. Qu'est-ce que le désistement volontaire? C'est lorsque de sa propre initiative, l'auteur des faits renonce et tente d'empêcher la consommation de l'infraction, et ce alors qu'il y a eu un commencement d'exécution. Et quand on parle de consommation de l'infraction, on entend l'atteinte du résultat légal, c'est-à-dire, dans le cas du meurtre, la mort de la victime. Madame la Présidente, je vous ramène aux faits. S'il y a bien eu un commencement d'exécution, puisque ma cliente lui a tiré dessus, le résultat légal n'a nullement été atteint, car son mari n'était pas décédé, donc elle est intervenue avant que le résultat légal ne soit atteint, avant que l'infraction ne soit pleinement consommée. De plus, comme l'a attesté le service hospitalier, l'action de ma cliente a été décisive dans la survie de son mari. Maintenant,
et c'est là peut-être le point le plus important, le fondement de la répression de la tentative étant la manifestation d'une intention. Si l'interruption correspond à la suspension de ces intentions, cela doit justifier et s'en conclure par l'impunité. Donc, l'intention de ma cliente, quand elle lui a tiré dessus, n'était pas de le tuer, mais simplement de le faire arrêter, de sortir de l'enfer conjugal dans lequel elle se trouvait. C'est ce qui explique pourquoi elle l'a sauvé juste après, se rendant compte que son acte avait dépassé sa pensée. Enfin, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mai 2008, a affirmé, je cite, « Le désistement volontaire demeure possible tant que le résultat ne s'est pas produit. Ainsi en est-il, même si les coups les plus graves, dont l'un potentiellement mortel, ont déjà été portés. » Dans notre dossier, c'est exactement la même chose. Ma cliente, après avoir tiré 2 coups de fusil, potentiellement mortels, je vous l'accorde, a porté assistance à son mari, avant que le résultat légal ne se produise, à savoir la mort de celui-ci. Maintenant, même si je vous demande principalement de considérer que l'intervention de ma cliente était un désistement volontaire, vous, juge souverain dans votre choix, c'est pourquoi j'envisagerai aussi l'hypothèse, la question du repentir actif. Le repentir actif constitue, selon sa définition doctrinale, la volonté de l'agent de réparer les conséquences de son acte après que la consommation de l'infraction ait eu lieu. Ainsi, si vous considérez que l'intervention de ma cliente est survenue après que la consommation de l'infraction soit pleinement constituée, bien que, je vous l'accorde, le repentir actif ne permettrait pas d'exonérer ma cliente pleinement de sa responsabilité pénale, je vous demanderai toutefois, Madame la Présidente, de tenir compte dans la peine que vous pourriez potentiellement prononcer de son action qui a permis de sauver la vie de son mari. Pour finir, Madame la Présidente, permettez-moi d'aborder un aspect du dossier qui a été parfaitement, consciemment occulté par Monsieur le procureur, la condition dans laquelle se trouvait ma cliente lors de la commission de cette fameuse infraction. Monsieur le procureur, vous nous avez dit qu'elle était saine d'esprit, qu'elle n'était pas menacée, qu'il ne s'était rien passé pour justifier ses méfaits. C'est vrai, vous avez raison. Son fils s'était juste la veille suicidé, elle venait juste de se faire frapper, cela faisait juste quelques années que son mari la battait. Plus sérieusement, que vous faut-il de plus que la mort de son enfant? Que des journées passées à se faire cogner? Que la peur qu'à la moindre erreur, ce ne soit sa dernière heure? Tous ces éléments pris en compte, vous comprenez maintenant parfaitement qu'elle n'a pas cherché à le tuer, mais simplement à sortir de ce cercle de violence dans lequel elle était enchaînée depuis son enfance. J'ajouterais même qu'elle n'a pas cherché à se faire justice elle-même. C'était à ce moment-là pour elle l'expression de sa souffrance et non un acte de violence. La vérité finalement, c'est que son mari, elle continuait à l'aimer. C'est même pour ça qu'elle l'a sauvée, car elle était influencée, conditionnée depuis des années par un homme dont l'esprit perverti savait s'arrêter juste avant de la tuer pour ne pas se faire dénoncer. C'est pourquoi, Madame la Présidente, je vous demande d'abord la relaxe pure et simple de ma cliente. Cependant, vous, juge, êtes souverain. Je conçois parfaitement que vous souhaitiez entrer en voie de condamnation. C'est pourquoi j'ai abordé la question du repentir actif. En ce sens, je vous demande de ne pas condamner ma cliente à plus d'1 an de peine privative de liberté ferme. De plus, ma cliente se verra également retirer sa licence de chasse, ainsi qu'elle pourra payer une amende conséquente que vous exigeriez. Mais pourquoi ces réclamations? Car je suis convaincu que ma cliente n'est pas un danger pour la société, mais qu'elle est en une sorte que le fruit de son histoire. Au-delà de la peine pour les dommages et intérêts pouvant être alloués à la victime, je demande la condamnation de ma cliente à payer 1 euro symbolique. Car certes, son acte reste impardonnable. Mais il faut envoyer un message fort, un message qui dit que les femmes ne doivent pas être condamnées trop fermement quand leurs actions ne sont que le fruit d'un cercle vicieux, d'un engrenage, celui des violences conjugales.
Madame la Présidente, l'histoire vous regarde. Donc, faites que ce procès ne soit pas parfaitement hors sujet, mais bien une belle illustration de la qualité de votre juridiction.